Eh bien, bonjour à tous et bonjour à toutes. Merci d'être avec nous ce matin et aujourd'hui pour cette, nouvelle journée organisée par Archimag, sur la confiance numérique. Donc une grande journée qui démarre maintenant et puis qui se terminera, vers, 16h30-16h45. Pour la mener, donc alors je suis Eric Leven, je suis journaliste pour Archimag et je suis responsable de ACE, l'agence de création éditoriale d'Archimag. Et je suis accompagné de Fabien Carré-Marionnet. Bonjour Fabien, qui est journaliste aussi, Bonjour, qui tout à fait. animera plusieurs conférences. Clémence Josse, qui est rédactrice en chef du magazine et du site web. Bonjour Clémence. Bonjour, bonjour tout Et le monde. puis, Édouard Lesca, qui est journaliste aussi pour Archimag et qui nous rejoindra dans le courant de l'après-midi pour une autre conférence, je vous expliquerai laquelle. Donc dans l'ordre, vous allez voir, on va démarrer en posant un petit peu le contexte de la confiance numérique, le contexte, marché, les enjeux, ce qu'est la confiance numérique. On cadre bien le sujet déjà, avec, Yoann Cassianides et Clément Jost. Yoann qui fait partie de l'Alliance pour la confiance numérique. Donc, nous vous laisserons avec Yoann et Clémence dans quelques instants. Ensuite, on parlera d'onboarding client et de parcours digital à 10h15 et on se demandera quelle technologie mettre derrière et comment, en tout cas, créer un parcours digital le plus fluide possible pour éviter les abandons, convertir les clients et puis valoriser son offre, son produit, ses services. Ensuite, Fabien, alors je vais te laisser commenter les deux conférences que tu vas animer sur la gestion de contenu. Tout à fait. À 11 heures, effectivement, j'aurai le plaisir de vous retrouver avec Cerda Conseil et Innovation and Trust pour parler de la gestion de contenu. L'écueil qu'on remarque effectivement au sein des organisations, c'est qu'elles ont tendance à se concentrer sur la contractualisation et la signature électronique en particulier, mais on verra un petit peu qu'il y a d'autres solutions qui permettent de garantir la confiance numérique au sein des échanges, aussi bien en interne qu'en externe. Et suivra justement à 11h45 une autre conférence dédiée 100% à la signature électronique. Comme c'est un sujet qu'on aborde très régulièrement chez Archima, et l'idée n'est pas forcément de refaire l'histoire. Je suis sûr que nos lecteurs connaissent bien le sujet maintenant. C'est vraiment d'aller plus en profondeur avec des cas d'usage concrets, des bénéfices concrets et un petit peu les réflexions qui peuvent être menées. Ce sera avec l'ex-persona et la FNTC. Parfait. Alors ensuite, une pause évidemment. Et puis à 14h, on viendra avec une conférence orientée archivage électronique. Et on se demandera quel est le besoin, à quoi sert un SAE, comment le mettre en place, pour quel ROI. Ensuite, il y aura le traditionnel guichet juridique avec Éric Caprioli et Pascal Agosti. Vous pourrez leur poser en live toutes leurs questions pendant une trentaine de minutes. Ensuite, il y a à 15h15 une conférence qui sera très orientée sur l'identité numérique et le KYC, animée par Édouard Lesca. Et puis, alors là, c'est une erreur sur notre affichage. La keynote de clôture ne sera pas consacrée aux enjeux du numérique responsable de demain, pas du tout, mais on se demandera quelles technologies peuvent encore s'inscrire dans cette confiance numérique, la renforcer. Donc évidemment l'IA, la blockchain et d'autres, voilà. Et on parlera aussi un peu de cybersécurité puisque c'est un sujet qu'on n'abordera pas forcément dans les conférences de la journée. Donc voilà. Alors en attendant tout ça, voilà le menu de la journée. Clémence, Johan, on vous laisse démarrer et on vous écoute. On est tout oui. Alors à plus tard. Bonne journée à tous et puis à tout à l'heure, Clémence et Johan et Fabien aussi. Bonne journée, à plus tard. Bonne journée, à plus tard. Bah, écoutez, oui, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'animer la première session de cette grande journée consacrée à la confiance numérique. Elle va nous permettre de poser ensemble les bases du sujet, d'explorer ses enjeux, de voir quels moyens on a à notre disposition pour survivre dans l'environnement numérique et pour tendre vers la souveraineté. Donc, pour bien débuter cette session, donc j'ai à mes côtés Yoann Cassianides. Yoann, vous êtes le délégué général de l'Alliance pour la confiance numérique. Avant que vous nous en disiez plus donc, sur cette association professionnelle, je voulais présenter quelques chiffres issus de l'Observatoire de la confiance numérique que publie chaque année l'ACN. Alors, je précise que ces chiffres sont issus de votre observatoire 2022, puisque si je ne me trompe pas, votre prochain rapport
Alors bonjour à tous, je pense que Clémence a eu une petite saute de connexion. Je vais peut-être me permettre de poursuivre sa question, enfin ou du moins ce que je peux en Désolée, imaginer. j'ai eu un Hem, petit souci d'internet. ah, Oui, non, voilà, je vous disais qu'il fallait pas hésiter à m'interrompre sur les chiffres ou à les commenter ou à les mettre à jour avec des données récentes. D'abord, parlons du chiffre d'affaires de la filière de la confiance numérique en France. Il s'élevait à 14,6 milliards d'euros en 2021, selon votre rapport 2022, ce qui représentait une croissance de 7% entre 2020 et 2021, en un an, 7% de croissance. Est-ce que vous avez des chiffres actuels, enfin vous avez les chiffres 2022 ou ils sont plutôt comparables? alors j'ai pas les chiffres définitifs, Mmh, merci comme vous l'avez évoqué, donc effectivement cet observatoire est un travail annuel, hein, de mise à jour. Il sera publié, le 6 juin à l'occasion du Paris Cyber Summit, qui est un événement majeur de notre filière, à l'occasion duquel on va organiser une conférence de presse justement pour poser le nouvel observatoire, enfin son édition 2023. Concernant, ce qu'on peut déjà, en dire, en effet, on a cette progression, qui continue et qui s'accélère. Donc la mmh, croissance sera meilleure cette année, qu'elle ne le fut par les années passées. mmh. Et en conséquence, le chiffre de, 14 milliards se retrouvera plutôt autour de 17, sans rien dévoiler. Ouais. Hem, donc oui, on continue la courbe, telle qu'elle peut être vue effectivement dans l'observatoire depuis plusieurs années. Une croissance toujours importante et alors du coup ce chiffre d'affaires, il est réparti, avec d'un côté, tous les produits, logiciels et services de la cybersécurité qui représentaient, donc en 2021 63 de ce chiffre d'affaires et de l'autre côté par le segment de la sécurité numérique, tout ce qui concerne c'est-à-dire tout ce qui concerne l'identité numérique ou encore les systèmes électroniques de confiance et qui eux représentaient 37 du chiffre d'affaires. Ce sont, les 2 pôles, d'activité de la filière. Absolument, absolument. C'est un ou en tout cas, c'est la manière dont on a souhaité, la segmenter. Mmh, Hem, Comme vous l'avez dit, l'ACN, c'est, l'Alliance pour la confiance numérique, c'est l'organisation professionnelle, mmh, de cette filière, de la confiance numérique, qui n'en était pas tout à fait une il y a 10-15 ans. mmh. Donc il a fallu créer, de toutes pièces, des suites statistiques, parce que la particularité, de cette filière, c'est qu'elle n'a pas de code INSEE ou NAF qui puisse l'identifier dans les statistiques Bien sûr. officielles. Mmh. Et donc, une des premières actions, bon, était évidemment, de répondre aux besoins des entreprises qui se reconnaissaient, dans cette unité de la confiance numérique, en structurant l'ACN. Mais très Mmh. rapidement, notamment dans nos contacts avec les pouvoirs publics, puisque c'est là l'objectif d'une organisation professionnelle, hein, c'est d'être l'interface entre un secteur et notamment les pouvoirs publics. Très Mmh. rapidement, on a fait notre métier, c'est-à-dire aller expliquer au pouvoir public que, la cybersécurité, c'est très important, l'identité numérique, la confiance, que c'est stratégique, la souveraineté, tout ça, tout ça. Et assez Mmh. rapidement, ils nous ont dit: «Ouais, OK, mais ça pèse quoi?» Mmh. Et c'est une Oui, réponse à qui, en fait, mesurer. qui est assez évidente pour tous les secteurs parce qu'ils ont qu'à prendre, leurs statistiques, leurs colonnes dans les chiffres de l'INSEE et puis regarder en bas de la colonne. Et ben, Mmh. nous, on n'avait pas de colonne. Donc il a fallu créer, un outil, cet observatoire et avant cet outil, segmenter d'une certaine manière cette filière, Bien sûr. pour Mmh. avoir une forme de lisibilité, de Mmh. cohérence et de lisibilité, pour placer, les entreprises selon leurs activités. Alors en effet, notre segmentation se découpe en 2 grands blocs. D'une part, la sécurité numérique, comme vous l'avez indiqué, avec, notamment la grosse partie dans la sécurité numérique et en ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est Mmh. notamment toute la partie identité numérique, Mmh. avec tous les produits et solutions d'identité numérique. Et le deuxième grand bloc, c'est tout ce qui concerne la cybersécurité, lui-même subdivisé en 2 sous-blocs majeurs, qui sont d'une part les produits et les logiciels, c'est-à-dire quelque chose Mmh. qui s'achète, Bien sûr. et puis d'autre part les services. Mmh. Donc avec Alors ces maint 3 segmentations, on arrive à couvrir l'ensemble du scope de manière assez cohérente. Évidemment, mmh. chaque année, les entreprises de la filière, remettent leur nez dans cette nomenclature. Alors bon, on essaye qu'ils le fassent le moins possible parce que, c'est pénible sinon en termes de suivi, de suivi Oui, statistique. suivi Mais suivre les chiffres, oui, tout à bah, fait. oui, mais Mmh. chaque année, il est effectivement remis à jour, les cases bougent un petit peu, ce qui explique d'ailleurs, au passage qu'on ne peut pas comparer, un observatoire ACN de 2022 avec un observatoire 2017.
parce que Mmh. naturellement, les cases ont bougé entre-temps, puisque c'est une mise à jour qui est perpétuelle. Mmh. Bah, oui, je comprends. Mais alors après, ces quelques chiffres, est-ce que vous pouvez justement nous présenter, finalement la raison d'être de l'Alliance pour la confiance numérique et quelles sont vos missions? Elle a finalement vocation à fédérer, les acteurs français, et européens de ce secteur? Absolument, comme je vous le disais à l'instant, un Mmh. des 1ers enjeux, hein, la raison même de la construction de l'ACN, qui en explique d'ailleurs sa forme aujourd'hui, c'était la volonté collective, d'un certain nombre d'entreprises du secteur d'agir ensemble sur ce qui était à l'époque probablement un marché, Mmh. et de porter des intérêts communs sur cet ensemble de la confiance numérique. Mmh. Il se trouve que depuis, ce marché est devenu une vraie filière. C'est-à-dire que quand on Mmh. parle de, 14 ou de 17 milliards d'euros de chiffre d'affaires, on peut considérer qu'on est quand même sur quelque chose d'assez solide. Mmh. Et l'ACN est, l'objet qui structure cette filière et qui lui donne d'une certaine manière corps. Bien Et donc notre objet social est celui de toutes les organisations professionnelles, c'est-à-dire d'une part rassembler toutes les entreprises, qui œuvrent, dans la filière. J'y reviendrai parce que, Mmh. justement la filière est large. Et d'autre part, assurer la représentation institutionnelle, de ce secteur, donc parler en nom collectif pour Mmh. l'ensemble du secteur. En nom collectif, ça veut dire, c'est pas un tel, c'est pas un tel, mais c'est la conjonction de un tel et un tel, les un Mmh. tel et un tel étant nombreux. Ce qui effectivement est bien, pratique du point de vue des pouvoirs publics, dès lors qu'ils ont, à mettre en place, des plans stratégiques, des réglementations, ils ont besoin d'avoir, un interlocuteur qui puisse, assurer un certain niveau de légitimité dans la réponse collective. Mmh. La solution évidemment, contraire étant, ils ont en face d'eux, individuellement chacun, des acteurs du secteur qui portent évidemment par principe ses propres positions. Et donc voilà, ça c'est l'objet central de l'ACN, c'est d'assurer cette représentation institutionnelle donc sur ce périmètre de la confiance numérique. Le deuxième gros rôle de l'ACN, c'est évidemment, et il est extrêmement important, dans le contexte actuel de cette filière, de créer des synergies. Bien sûr. Il faut que cette filière effectivement continue à prendre conscience d'elle-même. Pour, vous livrer une anecdote, quand moi je suis arrivé à l'ACN il y a un peu moins d'une dizaine d'années, il y avait pas d'entreprise qui me disait: «Je suis une entreprise de cybersécurité». Mmh. On me Mmh. disait: «Je suis éditeur de logiciels et je fais de la cybersécurité». Aujourd'hui, vous avez, très clairement, des entreprises qui vous disent: «On est des entreprises de confiance Oui. numérique». C'est devenu un secteur à part entière, quoi, hein, Alors c'est c'est plus devenu un secteur à part entière, mmh, d'ailleurs, c'est un des buts de cet observatoire, c'est aussi de documenter bien ça. sûr. Mmh. C'est-à-dire au-delà du chiffre d'affaires, bien sûr, et du nombre d'emplois, qui était aussi un élément extrêmement important, hein, savoir combien cette filière pèse en termes Bien d'emplois, sûr. c'est Oui, probablement un des éléments qui est important aux yeux des pouvoirs publics quand vous avez à annoncer quelque chose. c'est Hem plus de 70 000 emplois. Absolument, et ça aussi Ouais. évidemment c'est en augmentation proportionnelle, Mmh. Ce que fait apparaître très clairement cet observatoire sur la durée puisque, encore une fois, c'est un objet qui s'inscrit sur la durée, Mmh. c'est, bien sûr le chiffre très élevé de la croissance, Bien mais sûr. c'est surtout la durabilité de ce chiffre très élevé. C'est-à-dire qu'année après année, cette croissance se maintient à un niveau qui est très supérieur à celui du PIB. Bon, vous me direz effectivement, le PIB plafonnant entre 0 et Mmh. 1,5, Oui, c'est pas compliqué c'est d'être pas un un peu plus élevé exploit que lui. formidable, mais néanmoins, tous les secteurs ne le font pas évidemment. Donc la Ouais. croissance, du secteur est de loin, pardon, le secteur est de loin celui qui a la plus forte croissance, moyenne sur les 5 dernières années. Mmh mh. Et au-delà, on va avoir aussi, tous les sujets de suivi de ce qui est fusion-acquisition, levée de fonds, puisque, ce secteur se caractérise, par la présence de très grands groupes, Mmh. leaders mondiaux Mmh mh. et de plein de start-up, PME et un peu moins ETI, c'est-à-dire que voilà, c'est un modèle, français, on sait faire du Mmh. très petit, très dynamique, très agile, on sait faire du très gros leader mondial, et entre les 2, on a un certain nombre de difficultés, et dans notre secteur, c'est particulièrement le cas. Mmh. Donc c'est toutes ces évolutions, qu'on essaye de monitorer.
notamment en essayant de relever, par exemple, la valeur ajoutée de cette filière, qui là Bien sûr. aussi est la plus haute parmi toutes les filières. Mmh. Ainsi que de classer la filière en termes, alors bon, c'est un classement qui était un petit peu, sujet à caution parce qu'évidemment les Mmh. suites statistiques sont pas les mêmes puisqu'on Bien nous sûr. ne sommes pas intégrés dans les suites, officielles, mais d'essayer de le placer par rapport aux autres filières et donner une idée de son poids, de son Mmh. existence. Je vous parlais tout à l'heure, rapidement des acteurs, de la filière. La Mmh. constitution de l'ACN, s'est faite il y a, une quinzaine d'années autour de cette idée donc d'acteurs de se réunir sur la confiance numérique. Ces acteurs étaient naturellement dans une colonne INSEE, hein. Ils étaient Mmh. fabricants de matériel électronique, par exemple. Ils étaient éditeurs de logiciels, ils faisaient du conseil, donc c'était des ESN. Enfin, ils étaient chacun dans une représentation, où ils sont toujours d'ailleurs, qui est une représentation classique verticale. Donc, dans le syndicat de l'électronique, le syndicat des ESN, le syndicat des éditeurs de logiciels, etc. Et ce qu'ils ont voulu faire, c'est donc dans chacun de ces groupements, ils suivaient évidemment leurs sujets d'intérêt. Donc il y avait des groupes cybersécurité ou identité numérique, par-ci par-là, mais ils se parlaient entre eux, évidemment, puisqu'ils étaient dans leur groupement. Et donc l'objectif de l'ACN, c'était de se placer en transverse par rapport à cette structuration ancienne verticale et venir donc faire parler des acteurs qui sont à différents niveaux de la chaîne de valeur et qui sont de différentes natures d'une certaine manière si on prend les classifications anciennes. Pour Et les de faire fait, travailler ensemble. absolument. Et Mmh. ce qui explique aujourd'hui la diversité des acteurs qui sont dans la CN, qui, en tant qu'organisation professionnelle, a une particularité qui Mmh. est de regrouper l'ensemble de la chaîne de valeur sur une filière donnée. Donc, Mmh. vous allez avoir aussi bien des laboratoires d'évaluation que des fabricants de matériel électronique, que des gens qui font du conseil, que des gens qui font de l'audit, que des gens qui sont éditeurs de logiciels, que des gens qui licencient des produits. Enfin, vous avez Mmh. à peu près toute la diversité, et c'est en tout cas évidemment l'objectif d'une organisation professionnelle, hein, c'est de représenter la filière telle qu'elle est, de la Bien sûr. diversité, que ce soit en nature d'entreprise ou que ce soit en taille d'entreprise, ce Mmh. qui est très important. Ce qu'on peut voir par exemple dans cet observatoire, alors le 2022 pour le coup était plus intéressant que le 2023, Mmh. parce que c'est là que c'est apparu vraiment. Mmh. C'est notamment par exemple l'émergence de PME qui auparavant existaient évidemment, hein, il n'y a pas eu de génération spontanée sur une année, mais en 2022, elles sont apparues dans les statistiques de manière très Mmh. claire. Et donc, on Mmh. a pu faire une corrélation entre l'émergence de ce tissu de PME qui vraiment ressortait statistiquement de manière très forte Mmh. et parallèlement, l'évolution du besoin en termes de confiance numérique qui était drivé essentiellement et historiquement par les organismes d'importance vitale, donc des choses très sécurisées, très techniques et avec une Mmh. offre en face, évidemment de même nature, qui correspond un peu au savoir-faire historique, je vais dire, de la Bien sûr. filière. Et donc sous l'impulsion notamment, la démocratisation, j'allais dire, des menaces et des attaques, Mmh. par exemple sous forme de ransomware, hein, Bien sûr. qui occupe notre pays depuis un bon moment. Mmh mh. On a vu que les cibles n'étaient plus, enfin n'étaient plus à côté des cibles habituelles, bah, il y avait de nouvelles cibles qui Mmh. posaient, des questions extrêmement différentes parce que, une PME ou une petite collectivité n'a pas le même background évidemment qu'un grand groupe, stratégique. Donc son approche de ces sujets-là est évidemment, très différente et parallèlement en face, les offres de la filière qui, doivent s'adapter également à ce public et à cette demande particulière et donc l'émergence de ce tissu de PME de la filière venait en parallèle et en face de l'émergence d'une demande de PME, alors qui ne sont pas les mêmes évidemment, Mmh. Mmh. de PME ou de petites collectivités. Et donc on voit, voilà 2 offres une Se offre qui rencontrent. vient répondre à une demande et qui se rencontrent Mmh. effectivement. Et ça Mmh. apparaît, très clairement dans ce document de 2022 et évidemment dans Mmh. le 2023, c'est la poursuite de ça Bien donc sûr. j'allais dire rien de nouveau sous le soleil. Mmh. Mais pour autant, un mouvement qui se confirme et un mouvement qui est extrêmement intéressant, parce Mmh. qu'on voit que le voilà, la filière s'enrichit, que la filière se diversifie,
Mmh. et que ce soit encore une fois, en taille d'entreprise ou en typologie. Alors, je me permets de vous couper. Du coup, le poids de cette filière, on le mesure, on en a vu les chiffres. S'il y a autant de startups qui se créent dans le domaine, s'il y a un tel besoin de la part des clients, c'est bien que les enjeux sont là. Quels sont-ils? C'est quoi les enjeux là pour cette filière? Quels sont les grands... Enfin, Alors, voilà. la filière, en fait, vient répondre à un besoin essentiellement. Mmh. On a on a des drivers et c'est ce qui explique aussi ces chiffres qui sont en croissance Mmh. constante, et dont on n'imagine pas qu'ils vont s'arrêter dans les 5 prochaines années, hein, la courbe est relativement linéaire. La raison, de cette croissance continue, c'est effectivement qu'on est en face, d'un besoin majeur. Ce besoin, il est lié aux enjeux que pose le numérique, alors non pas à la filière, hein, mais à Bien notre sûr. pays, à tous les pays, j'allais dire. On a, heu, on a que le covid, par exemple, a démontré que le numérique était en quelque sorte une ligne de vie, et que quand tout s'arrête, un certain nombre de choses ont pu continuer et on a pu malgré tout poursuivre, heu, nos activités, alors, de manière, certes différente, mais, grâce au numérique essentiellement. Donc, Mmh. heu, le numé bon, on savait évidemment avant que le numérique prenait de plus en plus de place. Chacun peut le Mmh. constater dans sa vie quotidienne, dans son travail, enfin dans tous les aspects, de notre vie. Donc ça, c'est un déterminant très fort. Le covid, je pense, est venu à la fois accélérer et souligner, ce phénomène et il est un fait que le covid a à la fois souligné, l'importance, majeure, du numérique, mais aussi un certain nombre de limites et un certain nombre de points d'attention qui, auparavant étaient peut-être moins pris en compte. On a Mmh. toujours utilisé le numérique, depuis sa création et internet en est un très bon exemple, mais pas Mmh. seulement, hein, Bien pour sûr. son aspect, utilitaire, si j'ose dire, consumériste. C'est-à-dire qu'on souhaite tous en tant que citoyens que, ça fonctionne. On s'est jamais trop demandé pourquoi. Quand on appuie sur le bouton, ça fait quelque chose. On s'est d'ailleurs Mmh. jamais trop posé la question de savoir si, finalement, le numérique, c'est juste un bouton ou quelque chose qui flotte dans l'air ou quelque chose d'un peu immanent. J'ai souvenir Oui, ça de nous fait gagner du temps, on se pose pas de questions, on non l'utilise. et puis surtout, on a tendance à pas se rendre compte parce qu'on est dans des domaines et dans des paradigmes qui sont différents des paradigmes matériels qu'on a l'habitude d'intégrer, que, finalement le numérique, c'est jamais qu'un tas de ferraille. C'est des fils, c'est des câbles, c'est des antennes, et j'ai souvenir de Pierre Gattaz qui disait, dans les années 2007-2008, «Le numérique flotte pas dans l'air. Le numérique, c'est du fer, c'est des câbles, c'est du brick and mortar, c'est pas du tout, et de Bien fait, sûr. on a toujours eu cette approche un peu magique, du numérique, c'est-à-dire que c'est chouette, je prends mon téléphone, j'appuie sur le bouton, je mets l'adresse où je veux aller, il me dit: «Tourne à gauche, tourne à droite», bon, ben, j'y vais, c'est génial Mmh. et ce n'est que plus tardivement qu'on a commencé à se poser des questions sur: «Ah oui, mais donc il a besoin de données pour m'amener à tel endroit et puis il connaît tout le chemin que j'ai fait, où sont ces données? Qu'est-ce qu'on pourrait en faire? Est-ce qu'il m'amène bien au bon endroit?» Mmh. Donc effectivement, cette vision, utilitariste, du numérique, aujourd'hui, est en train, d'être remise en question. D'être remise en question parce que ce qu'on a vu, donc, au moment du covid, c'est que donc le numérique est partout, sert à tout et nous sert à survivre. Ça induit immédiatement la question de quid Bien sûr. si on coupe le tuyau. Et un des éléments forts de notre utilisation du numérique, notamment pendant cette crise, mais évidemment toujours actuellement, c'est notre dépendance très forte, à un nombre réduit d'acteurs, qui ne sont pas des acteurs que l'on maîtrise, qui sont des acteurs privés, qui sont des acteurs, étrangers. Heu, Étranger. Mmh. oui, oui, et de fait, ça amène encore plus à se poser cette question de, très bien, on a tous besoin d'utiliser, ces technologies. Elles apportent, énormément de bienfaits, énormément de productivité, nous ouvrent de nouveaux horizons et ça, c'est assez extraordinaire. La question aujourd'hui qu'on me pose,
et qui se pose et que nous on alimente, enfin qu'on essaye de poser de manière la plus permanente possible, c'est très bien. Mais quelle confiance on peut accorder à l'ensemble de ces usages et surtout, qu'est-ce qu'il faut faire, pour mettre en place, cette confiance? Et c'est Bien un sûr, enjeu majeur. C'est un enjeu majeur pour tout le monde parce que enfin pour tout le monde, j'allais dire pour, que ce soit un citoyen, que ce soit une entreprise, que ce soit l'État lui-même, parce que, l'enjeu, il va être évidemment, économique. On bien sûr. risque pas d'avoir de développement du numérique sans confiance, hein. Mmh, On L'enjeu, il est aussi évidemment démocratique. mmh, Le numérique a une place importante dans notre vie quotidienne, dans nos mmh. activités économiques, aussi dans les échanges d'informations, entre les personnes, hein, au sens large, évidemment, La collecte de données. alors il y a la Mmh, question des collectes des données, il y a la question aussi des informations, ou de la désinformation et de ce qu'on peut, en ligne amener en termes, d'influence. mmh, Mais tout ça, ne sont que évidemment que des exemples. Et enfin, c'est évidemment un enjeu stratégique, mmh, pour l'État, ou pour l'Europe, hein, ça dépend sur quel plan on se place, mais toujours est-il pour une organisation humaine large. Hem, mmh. c'est un enjeu stratégique majeur. On le voit évidemment depuis 2 ans, la conflictualité, dans l'espace géopolitique, est quand même montée, d'un certain nombre de crans. On a, une guerre en cours aux portes de l'Europe. Et évidemment, ça pose la question, des, différentes valeurs qui sont portées par les blocs, qui Bien s'affrontent. sûr. Heu, cette conflictualité évidemment est pas loin d'être à son paroxysme. Le numérique, l'espace numérique est un terrain à la fois de guerre, mais aussi, un terrain de vie, par ailleurs. Mmh, Et le numérique n'ayant évidemment pas de frontières, ben, tout ça se touche, se mélange. Heu, comment on se protège face à ça? Comment est-ce qu'on se met en mesure, dans un contexte géopolitique qui est, nettement plus tendu que ce qu'on aurait pu avoir il y a 5 ans? Heu, mmh, comment est-ce qu'on se met en mesure de maîtriser, notre avenir numérique, mmh, d'être acteur demain? Demain, de toute façon, notre vie sera régie, en grande partie par le numérique, d'une manière ou d'une autre, par des technologies. mmh, La question, c'est est-ce qu'on est, spectateur ou acteur? Est-ce qu'on sait se doter des capacités qui vont nous mmh, permettre de maîtriser ces technologies et d'avoir, notre mot à dire? Ou en mmh. d'autres termes, est-ce qu'on n'est pas en train de regarder passer le train comme on a pu le faire sur, un certain nombre d'applications numériques? Bien sûr. Est-ce qu'on il n'y a pas un enjeu très fort enfin, en tout cas, nous, on prétend que si, bien sûr, Mmh, à se doter des technologies, à leur permettre de se développer, de telle sorte que, demain, on ne soit pas dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui sur un certain nombre d'usages numériques. Je pense, je sais pas, à des moteurs de recherche, par exemple, ou des choses comme ça, bien sûr. Mmh. sur lesquels, bon, ben, ou même le cloud d'ailleurs, sur lesquels, il est compliqué, de reprendre un petit peu de souveraineté numérique. Donc Alors pour ce faire, je voulais qu'on fasse un petit point sur la réglementation parce que finalement, c'est un de nos moyens de survie, de nous protéger. Il y a eu une forte accélération, de l'aspect réglementaire, de la confiance, numérique en France et en Europe ces dernières années. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit point du cadre réglementaire de la confiance numérique? alors oui, un petit point serait prétentieux, hein, parce que, Mmh. depuis quelques années, on a évidemment une course du législateur pour rattraper la technologie et le retard. Mmh. Hem, le numérique s'immisce partout. Donc, toute réglementation, a nécessairement vocation à intégrer d'une manière ou d'une autre des éléments qui sont liés, aux usages numériques, qui sont pas les mêmes que, les usages physiques et qui posent des questions bien particulières. D'une manière très globale, la difficulté qu'on va avoir aujourd'hui sur pas mal d'usages numériques, c'est que, à la fois la technologie et les usages et leur adoption sont beaucoup plus rapides que ce qu'on a pu constater par le passé, en tout état de cause, beaucoup plus rapides que ce que peut faire le législateur. De Mmh. fait, on a toujours, des, réglementations qui s'appliquent, qui sont des réglementations, de l'ancien monde et qui courent derrière un nouveau monde, en essayant de limiter les risques, de faire du damage control, Mmh. d'orienter un petit peu, de gérer, cette protubérance, numérique. Mmh. Hem,
aujourd'hui, on a aussi bien au niveau français qu'au niveau européen, d'une manière générale, un état d'esprit qui a très clairement évolué vers la confiance. Quand on parlait de souveraineté numérique, d'autonomie stratégique, au niveau français, mais aussi et surtout au niveau européen, on était Bien dans sûr. une forme, il y a une dizaine d'années, quand j'évoquais ces termes, on était dans une forme d'obscénité. Il y a des mots comme ça qui étaient compliqués à utiliser. Aujourd'hui, très clairement, notamment avec les éclairages que j'évoquais précédemment, euh, ces sujets-là sont revenus relativement au centre du jeu. On se rend compte qu'il y a un gros problème, un problème qui doit être attaqué de plein de manières différentes. Et donc, ça donne un foisonnement législatif. Alors, si on prend au niveau européen, on a très clairement des textes qui visent à différentes choses qui toutes relèvent d'une manière ou d'une autre de la confiance. On va d'abord essayer d'augmenter la résilience Bien de sûr. nos territoires, de nos entreprises, notamment les plus petites, mais aussi les plus grandes, face aux risques, Mhm. puisqu'on prend souvent le problème par le risque. Ouais. Donc, je pense à des textes comme le projet Cyber Resilience Act ou la directive NIS 2 qui est en cours de révision, qui est révisée, qui va être transposée, qui sont des textes qui vont venir mettre des exigences de cybersécurité pour un certain nombre d'acteurs. Et ce nombre d'acteurs, évidemment, a tendance à Évolue. s'élargir. Oui. Oui, oui, Mise évolue 2, et s'élargit. il s'élargit. Oui. Absolument. Et qui va mettre en place aussi des systèmes d'entraide, des systèmes aussi j'allais dire, de gestion de ces systèmes de cybersécurité, extrêmement intéressant et extrêmement utile, hein. Je vous donne un exemple très rapidement. On a fait le European Cyber Act en 2019, Mm. qui consistait à donner un cadre européen commun pour les certifications en cybersécurité. Alors, ça a l'air un petit peu abscon quand on l'évoque comme ça, mais c'est quelque chose de central. Une entreprise de confiance numérique ou de cybersécurité, mais de confiance numérique au sens large, dès lors qu'elle veut vendre ailleurs qu'en France, bon, ben, elle passe sa certification pour la France, et puis si elle veut vendre en Europe, il faut qu'elle passe 27 certifications. Bien sûr. Quand même Mm. un peu compliqué, sachant qu'une Mm. certification, ça se compte en dizaines, voire en centaines de milliers d'euros et en années. Donc ça fait quand même, avant de vendre votre produit, il y en a pour un moment. Sachant qu'on est dans le numérique et que les produits évoluent vite, vous voyez que tout de suite Oui. qu'on a une Il est déjà coopération un peu obsolète compliquée. quand, Voilà. pendant que vous passez la certification, quoi. Donc Mm. des textes comme ça très techniques ont constitué des socles, hein, qui sont des Mm. socles nécessaires. Et puis ensuite, vous avez des textes qui viennent poser des obligations de sécurisation à un certain nombre de publics de manière transversale. Vous avez des textes qui vont venir attaquer des secteurs plus particuliers. Je pense à des textes comme DORA, par exemple, hein, dans le domaine bancaire et financier, qui Mm. vont venir aussi poser des obligations, mais sectorielles de confiance numérique. Et puis, vous avez aussi des textes, j'allais dire, génériques, hein, je pense aux textes anticorruption, Mm. anti-blanchiment, et cetera, qui eux aussi vont venir avoir des déclinaisons numériques, puisque bah, Mhm. naturellement, comme tout le monde, les délinquants utilisent le numérique comme tout le monde. Donc, c'est Mm. aussi sur ce terrain-là qu'il faut pouvoir lutter. Et enfin, heu, la confiance d'ailleurs qu'on n'a pas définie, d'une manière générale peut se regarder sous plusieurs angles. L'identité est un élément majeur et là aussi, au niveau européen, on a la révision, de IDAS 2, EIDAS 2, heu, ouais. voilà, qui vise, IDAS voulait créer une certaine interopérabilité entre, des identités, européennes numériques. Là, on passe une marche importante, hein, puisque le projet européen est de créer un portefeuille d'identité numérique qui Le soit, fameux wallet. voilà, le Mm. fameux wallet qui nous agite tous depuis longtemps et pour longtemps a priori, qui doit pouvoir faire à peu près tout, qui a été pensé sur un modèle de wallet de paiement a priori et Mhm. appliqué à l'identité, ou en tout cas il va falloir qu'il puisse faire les deux, donc il y aura une interaction à trouver sur ce plan-là.
et Mhm. qui doit pouvoir à la fois assurer des besoins régaliens, donc un niveau de sécurité et d'assurance élevé, hein, pour l'identification et l'authentification, mais aussi des usages quotidiens, pouvoir être Mhm. utilisés. Alors bon, il faut bien sûr séparer l'enrôlement et l'utilisation, hein, mais il doit pouvoir être utilisé tous les jours dans des usages quotidiens, en ligne ou pas. Donc, on a des outils qui se mettent en place, donc toutes ces réglementations viennent poser des outils. En tant qu'organisation professionnelle de la confiance numérique, un de nos gimmicks, j'allais dire, c'est de faire en sorte que ces réglementations se chevauchent pas trop, ne soient pas contradictoires, ce qui naturellement est impossible, hein, parce que comme on a cet angle à la fois vertical et horizontal et des prises en compte sectorielles qui se traduisent dans les réglementations, ça fait évidemment des réglementations foisonnantes qui quelquefois se recoupent, quelquefois se chevauchent. Mhm. Évidemment, quand vous avez des textes généraux de type RGPD qui viennent par-dessus ces textes techniques, les interactions sont complexes et on passe beaucoup de temps à essayer de les décrypter, ainsi que, enfin, je pense que l'ensemble des gens qui nous écoutent aujourd'hui le vivent régulièrement. Donc voilà, un de nos enjeux, c'est aussi de lisser ces disparités, d'essayer de faire en sorte qu'il y ait une forme de cohérence Mhm. et que les outils de base se mettent en place qui seront pour le coup des outils fondateurs sur lesquels on va pouvoir construire quelque chose Et- de ouais. plus établi. Sachant Mhm. que l'évolution intéressante, c'est néanmoins que, en disposant de ces textes socles qui ont été faits pour le numérique, Mhm. on a quand même une base qui est plus cohérente et plus solide Mhm. qu'en essayant d'utiliser des textes qui remontent au droit romain et des grands Oui, principes qui n'étaient pour pas vraiment faits adapter. pour ça. Absolument. Mhm. Oui, je comprends. Est-ce que pour finir, vous pourriez nous présenter les sujets émergenceux, les points d'attention qu'a la CN aujourd'hui? Je crois savoir que vous travaillez autour de l'intelligence artificielle, hein, pour bâtir un cadre de confiance pour l'IA. Absolument. Mm. Absolument. L'IA est un sujet nouveau, un Mhm. sujet immense, un sujet a priori enfin, à la hauteur de tout le reste de nos sujets numériques, c'est-à-dire qui est à la fois un game changer, mais qui pose aussi un certain nombre de questions. Mm. Le sujet effectivement est appréhendé à la CN sous un angle un peu particulier. L'IA, enfin si j'étais un petit peu provocateur, je dirais l'IA nous intéresse pas tant que ça. Ce qui nous intéresse en revanche, c'est à quel moment on peut la qualifier de confiance. Bien sûr. Mais merci de venir sur ce point parce que c'est assez illustratif de ce que porte la filière au fond comme message. Le message de fond de la CN et de la filière de la confiance numérique, c'est de dire que les industriels français et européens de ce domaine euh, fabriquent des solutions ou proposent des services qui sont nativement intégrés dans le socle de valeurs qui est celui de la France et évidemment de l'Europe. Et quand je parle de socle de valeurs, naturellement, je parle notamment des grands principes de droits de l'homme et de liberté publique, liberté individuelle et plus généralement toutes les libertés fondamentales. C'est quelque chose qui est intégré par la filière nativement. Mm. Et, nous prétendons qu'il y a une vision française, une vision européenne de la confiance numérique, de l'identité numérique, de la cybersécurité, qui diffère radicalement de celle qui peut prévaloir dans d'autres zones géographiques. Mm. Et deuxième point, on prétend également que cette vision, qui intègre les libertés fondamentales dès le départ, sera une valeur ajoutée forte et aura une valeur commerciale, si j'ose dire, extrêmement importante au niveau international dans les années à venir. Et c'est la raison pour laquelle on insiste sur le de confiance intégrant bien sûr une confiance technique, c'est-à-dire il faut que si on parle de l'IA, qu'on soit certain que l'IA est résistante, qu'elle ne peut pas être dénaturée, qu'elle ne peut pas être attaquée. Enfin, je parle de cybersécurité au Bien sens sûr. général. Mhm. Il faut que on parle aussi de confiance au niveau juridique. Mhm.
Donc il faut c'est évidemment qu'elle puisse s'adapter au texte, et à la législation environnante. Et il y a une dimension aussi, ce qui est un peu nouveau avec l'IA, éthique, au sens où évidemment qu'il faut que cette IA soit, pleinement conforme à l'ensemble des règles éthiques qui sont celles de, nos sociétés. Et on va un tout petit peu plus loin dans le raisonnement en disant que, non seulement on prétend, pouvoir enfin en tout cas notre objectif est d'essayer hem, d'objectiver, ces éléments de confiance et d'en faire des critères, des référentiels qui soient, clairs et auditables. Mmh. Aujourd'hui, notre problématique, c'est que tout se juge un peu au doigt mouillé. Mmh. On va vous dire: «Bon, bah, vous, votre IA, ouais, bon, RGPD, ouais, si, ça a Mmh. l'air, ah non, ça a pas l'air bien, non, c'est pas bien». Bon, Mmh. on aimerait bien savoir pourquoi c'est bien ou pourquoi c'est pas bien, Bien sûr. ce qui aujourd'hui est compliqué puisque le RGPD a été fait avant l'IA et qu'il parle pas de ça du enfin, en tout cas, il Mmh. s'adresse pas à ça et Mmh. il s'y applique très mal. De fait, il y a une évolution, réglementaire à essayer de pousser. Le l'IA Act, évidemment, au niveau européen sera, un moment important puisqu'il va venir précisément répondre à ça et donc ce qu'on voudrait, c'est avoir des critères communs pour que, les entreprises du secteur puissent se déterminer et puissent se développer dans un cadre sécurisé. Ce que j'entends par là, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'on sait faire en tant qu'entreprise de la confiance numérique, c'est de vivre dans un cadre, réglementé. Mmh. On est, dans un domaine où on touche au régalien, où on touche, à des sujets, extrêmement sensibles et on touche aussi, au numérique qui, enfin j'y reviens pas, mais qui a tous les impacts dont on a parlé précédemment. Ce qu'on sait faire, c'est respecter des règles. Mais Mmh. encore faut-il que les règles soient claires et soient lisibles. Sur Mmh. l'IA aujourd'hui, la problématique qu'on a, c'est, des startups qui vont développer une techno, qui n'a rien évidemment de liberticide ni qui n'atteint en rien aucune liberté fondamentale, mais pour autant dont on ne peut pas vraiment dire, qu'elle est absolument, à l'abri, de toute réglementation, notamment au regard du RGPD, vu que c'est toujours une question d'appréciation, ça peut Mmh. effectivement. Cette entreprise, cette start-up, elle va avoir besoin de se développer. Elle développe une techno qui trouve des clients, donc elle va signer des gros contrats. Il va falloir qu'elle embauche, il va falloir qu'elle se finance et à chaque fois, au moment de signer le gros contrat ou au moment de se financer, on va arriver au dernier stade, donc tout le paysage va être dégagé, hein, il y a un grand intérêt de l'acheteur ou du financeur, il y a des opportunités et cetera. Mais on va arriver au moment où les avocats et les juristes, alors rien contre les avocats et les juristes, je le précise, Mmh. vont, faire leur métier, ce qui est bien légitime et Mmh. dire: «Mais attendez, mais votre truc là au niveau, de la réglementation, c'est quand même pas clair». Et le Mmh. problème, c'est que c'est ce pas clair parce que si on parle, d'investissements conséquents ou de contrats importants, Bien ben, sûr. le pas Les clair enjeux sont évidemment, énormes. Il peut pas voilà le s'arrêter. Oui, risque bien sûr. Mmh mh. absolument, il va pas le prendre. Mmh. Ce qui fait que cette entreprise, son destin, son triste destin, ça va être de végéter, voire de mourir, parce que les autres, en revanche, ses compétiteurs, ailleurs dans le monde, eux, Mmh. vont, accélérer et de fait, la question que pose la CN aujourd'hui, et elle le pose à toutes les autorités, hein, c'est: «OK, tout le monde a à cœur de défendre les libertés fondamentales, ça va bien, et nous Mmh mh. aussi». La vraie question, c'est en quoi est-ce que dans 10 ans, si on a tué toute possibilité d'innovation et de développement de nos entreprises dans ces domaines stratégiques. Alors, sauf à penser que dans 10 ans, il y aura pas d'IA, on n'aura pas besoin. Bon, Mmh mh. alors, c'est pas l'option qu'on imagine, mais si on Mmh. imagine qu'il y aura de l'IA dans 10 ans, en quoi avoir tué toute innovation et toute entreprise qui était capable de maîtriser ça en France, et Mmh. donc de s'en remettre dans 10 ans aux IA qui seront là, c'est-à-dire les IA chinoises, américaines, russes, Bien israéliennes, sûr. nord-coréennes ou Mmh. je ne sais quoi. Mmh. En quoi est-ce qu'on aura vraiment rendu service à nos libertés publiques et en Mmh. en quoi est-ce qu'on aura une maîtrise quelconque de quoi que ce soit? Donc voilà, ça c'est Bah, finalement la question de les fond. enjeux sont énormes, et finalement, la défense de l'innovation, l'enjeu économique, font partie, d'enjeux enfin, voilà, de primordiaux, pour cette filière et vous êtes là pour défendre les acteurs du domaine. Merci beaucoup, Yoann Cassanides. Je vous remercie d'avoir été parmi nous ce matin.